Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DigiSound pour une émission sur la thématique de l'art. On se retrouve avec Léa, Bonjour. Solène Bonsoir. et Corentin. Bonjour. Donc nous allons parler aujourd'hui de la photographie. Dans un premier temps, nous allons entendre Corentin qui va aborder le thème de la digitalisation de la photo. Ensuite, Solène qui nous présentera un photographe. Puis pour finir, Léa qui nous présentera des fun facts. Merci Célia. Alors en effet, je voulais aborder la façon dont les acteurs de la culture sont adaptés à la pandémie qu'on traverse. Du coup, suite aux annonces gouvernementales de suite 2020 pour faire face à la pandémie de Covid-19, il y a différentes décisions qui ont été prises, en particulier celle de d'annuler tous les événements culturels qui se déroulaient, tels que les concerts, les festivals, ou encore les diffusions de séances de cinéma. Et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré cette pandémie, ça n'a pas découragé les créatifs de se réinventer et de pouvoir nous permettre d'accéder à tous ces événements culturels. En effet, si on prend comme exemple le Festival de la photo Mise au Point qui se déroule à Toulouse, ce dernier a fait partie des premiers festivals à offrir une offre 100% digitale de sa programmation. En effet, chaque exposition a été mise en avant sous un format vidéo et présentée par les artistes eux-mêmes. En effet, du coup, les e-visiteurs, enfin ce qu'on appelle les e-visiteurs du coup, pouvaient visionner les séries des photographes en ligne et les photographes du festival expliquaient via des conférences en ligne, vidéo en l'occurrence, leur série de photos. Et ça, c'était super intéressant. Par la suite, en même temps, il y avait des cours en ligne, des workshops ou des conférences qui étaient diffusées. De la même manière, on a le Festival de la photographie européenne. De la même manière, on a le Festival de la jeune photographie européenne Circulation qui se tient à Paris, qui fête cette année sa 10e édition. Je trouve intéressant ce festival parce que cette année, il propose une immersion euh, en partie en présentiel quand les événements seront autorisés par le gouvernement et une partie digitale. Et la partie digitale que j'ai trouvée super intéressante, en fait, c'est une collaboration avec un label de musique qui s'appelle Infine Music, qui propose plutôt des musiques électroniques et avec pas mal d'acteurs français de la musique. Et de leur collaboration est né en fait une sorte de mix entre photographie et musique que j'ai trouvé super intéressante. En fait, il y a eu une curation de photos qui a été faite par le festival et le label Infine Music a proposé à leurs artistes, à leurs producteurs, de sélectionner une photo et de s'en inspirer pour produire un son inédit. Et de cette collaboration est né du coup l'événement 9 p.m. qui est sorti courant décembre 2020. Et du coup, chaque soir à 9 h, on pouvait découvrir sur YouTube, sur le label Infine Music, une photo du coup du festival Circulation. Et c'était super intéressant parce qu'on avait du coup en même temps le son que l'artiste avait produit et qui s'était inspiré de cette photo. C'est super intéressant. Enfin, toujours dans cette mouvance qu'on a d'apercevoir de plus en plus d'événements culturels qui se digitalisent, on a par exemple l'exemple sur lequel on travaille tous et toutes, qui est les immersions digitales et en particulier le musée MMI. Alors, si vous le savez peut-être pas, l'année dernière, le musée MMI se déroulait du coup en présentiel lors des journées portes ouvertes du département MMI de Tarbes. Et cette année, vu que c'est un événement digital, on va avoir l'occasion d'avoir ce musée en version numérique et avec un système assez innovant, je trouve, qui est d'avoir une visite en 360 de l'exposition et on pourra du coup se balader à travers du coup les images qui auront été prises presque en réalité augmentée et je trouvais ça super intéressant à mettre en avant. Et pour finir cette petite chronique, en fait, ce que je me demande maintenant, c'est, on est bientôt à la fin de la pandémie, ou en tout cas au milieu grâce aux vaccins qui viennent d'arriver, et je me demandais si ces événements culturels qu'on a vus apparaître en ligne, s'ils vont être perpétuels, euh, s'ils vont se perpétrer au fur et à mesure des années qui vont arriver, ou si au contraire c'était juste un événement qui était ponctuel juste pendant l'épidémie. Et du coup, ce que je me demandais, est-ce que la photo va continuer à être exposée en vrai, est-ce qu'on pourra continuer à aller la voir,
ou au contraire, est-ce qu'elle va être seulement diffusée sur Internet? D'accord, merci. Nous allons maintenant passer à Solène qui va donc nous présenter un photographe. Donc du coup, moi je vais présenter un jeune photographe du coup normand qui est Jonathan Bertin, qui est, je pense, bon, il n'est pas tant connu que ça, mais en général dans le monde de la photographie, il est assez connu. Il a récemment fait les photographies du nouvel album de Petit Biscuit, donc je pense que tout le monde connaît à peu près, enfin voit qui c'est. Et donc justement pour rejoindre Corentin sur le domaine culturel, du coup pendant le confinement, ce qui s'était passé, notamment la photographie. Et ben en fait, il a créé un concept qui s'appelle le confinement créatif, et du coup, il a permis à la photo de continuer à vivre, parce que dans ce moment-là, surtout pendant le confinement, les photographes, vraiment, enfin, c'était très dur pour eux, et du coup, il leur a permis, justement, à ses abonnés, aussi passionnés, du coup, que lui par la photo, de créer plusieurs photos, donc une série de photos, et du coup de lui envoyer. Et donc à la fin de ce confinement, il faisait un débrief et il donnait son avis très constructif sur les techniques, les couleurs du coup qui lui plaisaient sur les photos. Donc c'était soit sous forme de reportage, d'autoportrait, de nature morte. Et du coup c'était vraiment pour mettre en valeur du coup d'autres photographes talentueux et de redonner ce que du coup ses abonnés lui avaient permis par la réalisation de nombreux projets et tout. Parce que avant le confinement, il avait l'opportunité de travailler pour des marques et du coup de pouvoir voyager, mais du coup depuis le confinement c'est un peu compliqué, donc ça permet aussi ça lui a permis de tenir son activité. Et du coup il y a donc 5 photographes qui ont retenu son attention. Bon, je pense pas qu'ils soient très connus, mais je vais quand même citer leurs noms. C'est Raphaël Lorgéril, Sabin Malguir, Marion DLH, Vladimir DMDJ et Annabelle Brusseau. Donc je pense que vous pouvez les retrouver sur Instagram. Ils ont vraiment un réel talent. Et donc pour parler un peu plus de Jonathan Bertin en lui-même, donc en fait lui il se dirige dans la photo à partir de 17 ans et il a fait un BTS photographie. De base c'était absolument pas ce qu'il voulait faire, mais il s'est dit que pourquoi pas, vu qu'une fois il est allé en voyage et il s'est dit il est revenu avec plus de 3000 photographies dans son téléphone. Du coup, il s'est dit, il y a un problème là, faut que je fasse quelque chose. Parce que si je reviens avec autant de photos, ça veut dire que je dois avoir un certain affinité avec la photographie. Et du coup, juste après son diplôme, il a créé sa propre entreprise. Et depuis, il bosse avec énormément de marques comme Nissan, Air France ou Nikon. Donc qui lui ont permis de voyager à travers le monde et du coup de capturer des produits et des paysages. Et donc du coup Jonathan Bertin, par son travail, j'ai décidé de parler de lui parce qu'il m'inspire énormément. Et donc depuis que je l'ai découvert, je me suis dit il fallait que j'en parle et qu'il méritait déjà beaucoup plus d'être reconnu et que son travail était vraiment vraiment extraordinaire. Mais aussi une chose dont j'ai oublié de parler, c'est qu'il a créé une chaîne YouTube justement, et c'est donc comme ça qu'il a présenté son concept pour le confinement, donc le confinement créatif. Et dessus il réalise des vidéos avec justement montrant ses collaborations, ses voyages. Et dernièrement pendant le confinement, il faisait aussi des vidéos sur son parcours, donc comment il a réussi à arriver jusque là. Il a aussi créé sa propre boutique en vendant ses œuvres. Donc ça lui permet justement de vivre de la photographie qui est quand même assez compliquée. Ce que je trouve super intéressant avec Jonathan Bertin que tu viens de nous raconter, c'est sa manière de faire de la photographie. Il a commencé avec du numérique et là il tend à reprendre de la photo argentique. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans son process, tout comme toi je pense, c'est qu'il va prendre le temps d'aller capturer des images, d'aller les créer, de chercher vraiment une ambiance particulière en mettant des lights, en allant faire de la mise en scène. Par exemple, pour Petit Biscuit que tu as énoncé, donc pour la cover de Parachute, son nouvel album, il y a vraiment toute une mise en scène qui a été imaginée et qui est superbe et toujours à l'argentique. Et donc je trouve ça super intéressant, ce process qu'il a de
à la fois proposer une démarche, enfin d'avoir une démarche traditionnelle de la photo, donc en allant faire de l'argentique, en allant vendre des tirages via sa boutique, mais aussi en proposant aux utilisateurs, aux spectateurs, ses photos via Instagram, via ses vidéos, via les concours qu'il organise. Et c'est cool de voir à quel point la photo, ça devient de plus en plus pluriel et à quel point tous les horizons, on peut les explorer en fait. Et comment on peut les explorer. C'est ça qui est super intéressant à travers Jonathan Bertin, je trouve. Je trouve ça aussi super intéressant parce qu'on sait que déjà, juste si on prend l'exemple, le fait qu'il ait justement il ait repris la photo et qu'il l'ait associé un peu à la vidéo, justement par rapport à ses vidéos YouTube, qui déjà la vidéo c'est une succession d'images. Donc je trouve que ça complète justement le fait qu'il veuille, il veut toujours découvrir quelque chose, il est toujours très curieux. Du coup c'est pour ça que je le trouve très intéressant et que en fait on n'arrive pas trop on peut pas se lasser de son travail et de ce qu'il fait. Et en plus de ça, il arrive à se réinventer. Parce que quand il fait des collaborations avec des marques, que ce soit des collaborations qu'il va partager sur Instagram ou qu'il va pas partager parce qu'elles sont du coup dédiées juste aux marques, à chaque fois il va réussir à réinventer sa patte, toujours en restant dans son style, avec des couleurs très crues, très charnues des fois, ou très chaudes, mais il va toujours réussir à se réinventer, et c'est ça qui est aussi cool. Et aussi je suis d'accord avec toi et aussi en plus à travers ses photos il arrive à rendre comme je sais pas par exemple une simple maison, il va réussir à lui donner une certaine ambiance et qui passe d'une photo toute simple que tout le monde pourrait faire à quelque chose vraiment de très personnel et qui lui correspond énormément et vraiment qui lui permet de se démarquer et qui va au bout des choses en fait, que c'est pas parce qu'il voit une simple petite maison qu'il va se dire c'est qu'une maison et en fait il va la rendre plus, ouais, il va essayer de la mettre en valeur en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il fait partie de cette grande partie de photographes qu'on observe ces derniers temps, qui arrive à rendre un peu le basique et ce qui nous paraît banal en fait, comme spécial. Et c'est vraiment chouette de pouvoir du coup voir sous un nouveau jour en vous. Pardon. C'est super intéressant de voir sous un nouveau jour toutes ces choses qui nous entourent. Comme tu dis, de voir une maison sous un angle différent, de la rendre peut-être plus jolie, plus esthétique. Et je pense par exemple à un Américain qui s'appelle Joe Greer, qui fait pareil beaucoup de photos à l'argentique, en particulier au Leica. Et pareil, il fait partie aussi de cette mouvance qui fait de la photographie de rue et de rendre, ils ont un peu la même approche de la photo, Jonathan Bertin et lui, je trouve, de rendre un peu ce banal spécial. Si, du coup, je voulais te poser une petite question à Solène. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la photo? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu étais passionnée par la photo? En fait, je vais un peu rejoindre l'histoire de Jonathan Bertin. C'est que, en fait, déjà, j'ai un membre de ma famille, du coup mon grand-père, qui lui-même faisait de la photographie, donc surtout argentique avant tout, parce que avant c'est ce qu'il y avait quoi. Et en fait, sans le savoir, il a réussi à me la transmettre, mais aussi parce qu'une fois j'étais en voyage à Madrid, du coup au collège, et j'avais juste un vieux téléphone, un LG vraiment qui vaut pas grand-chose. Et en fait, à chaque fois, j'arrêtais toujours du coup mes amis et je leur disais mais attendez-moi, il faut que je prenne ce truc en photo. Et juste par exemple des immeubles ou je sais pas des panneaux, et je me dis mais putain ça donne une ambiance, faut que je fasse quelque chose avec ça. Et du coup je pense que c'est là que j'ai pris goût à la photo. Et du coup je me suis dit ouais en fait c'est un peu comme Jonathan Bertin, je me suis dit putain faut que j'ai quelque chose d'un peu plus qualitatif pour justement immortaliser, je sais pas, un immeuble ou enfin on n'a pas tous la même perception de l'art et de ce qu'il pourrait donner du coup vraiment quelque chose. Par exemple il y a certaines personnes qui peuvent penser que la photographie c'est prendre un monument en photo ou juste des gens en photo, alors qu'en fait on peut très bien prendre un immeuble, une bouteille en photo et la rendre vraiment
unique juste par rapport à notre style et la façon dont on perçoit l'objet, quoi. Du coup, maintenant, nous allons écouter Léa qui va nous présenter des fun facts qu'elle a trouvés. Merci Célia. Du coup, moi, c'est un peu des fun facts sur la photographie. Donc d'abord, je vais commencer de ce que j'ai trouvé. Donc d'après toutes les statistiques que j'ai pu trouver, il n'y aurait que 2 images sur 10 prises avec un appareil photo numérique qui serait imprimé. Et du coup, moi, j'aimerais rebondir là-dessus et vous demander si, justement, vous, est-ce que vous tirez vos photographies ou vous les laissez sur une carte SD ou vous les mettez sur un drive? Alors pour ma part, je sais que j'ai beaucoup trop de photos justement qui sont tirées. J'en ai un peu partout parce que je trouve que c'est dommage de laisser ces photographies justement sur une carte SD ou même juste sur les réseaux sociaux sans forcément pouvoir les avoir avec nous parce qu'à tout moment on peut les perdre. Et je trouve ça très intéressant d'avoir son travail entre les mains et que on voit pas on voit pas sa photo de la même façon que si on l'a sur les réseaux sociaux ou sur un écran et avec nous. Donc, je fais partie des gens qui... Aussi, c'est un peu satisfaisant, non, de voir sa photographie finalement entre ses mains, autre que sur un écran, quoi. Non? Ouais, carrément. Mais surtout que si on peut l'afficher sur un mur, enfin, je sais que pour l'instant, j'ai encadré aucune de mes photos, vraiment encadrées. Je les colle juste avec de la pâte à fixe sur mes murs, parce que je trouve que ça habille et tout, et ça... en fait, c'est comme si j'affichais ma personnalité sur les murs, quoi. Enfin, et... Je suis d'accord avec toi. Enfin, cette donnée que tu nous donnes, elle m'étonne pas du tout. Moi, j'ai une autre vision que toi, Solène, de l'impression de la photo. Je la vois plus comme... enfin, comme vous dites, je trouve ça super satisfaisant d'avoir ton travail, ce que tu as photographié entre les mains en physique. Mais j'aurais pas tendance à les imprimer pour faire de la décoration comme ça. Je vois plus l'impression d'une photo comme presque comme une œuvre d'art. Alors j'ai peut-être une vision Traditionnel. ouais, trop traditionnelle de la photo et de l'impression, mais c'est ouais, parce que j'étais beaucoup inspiré par tout ce qui est musée et art et la façon dont on peut percevoir une œuvre et comment on la voit. Et du coup, moi, j'aurais tendance à aller imprimer des photos que j'estime personnellement, ouais, voilà, que je vais beaucoup estimer, où je trouve qu'il y a un travail vraiment intéressant dessus. Euh, bon, moi, j'ai pas eu l'occasion encore, mais j'aimerais beaucoup. Ouais. D'accord. Ensuite, pour le petit fait que j'ai trouvé, donc c'était surtout par rapport au poids d'un appareil numérique. Donc avant, surtout le premier appareil numérique pesait environ 3,6 kg. Donc c'est énorme. Et de nos jours, en fait, ça ne pèse pas plus d'1 kilo. Enfin, même moins, en fait. Et j'aurais aimé savoir si vous, est-ce qu'il était lourd? Et même s'il était lourd, est-ce que c'est, avec tous les objectifs et tout ça, est-ce que c'est pas trop difficile de transporter Enfin, c'est pas trop lourd à force? Je vais laisser la parole à la photographe de la table. Alors, personnellement, je suis passée... Enfin, au départ, du coup, j'ai récemment changé d'appareil photo, mais avant, j'avais un Canon EOS 100D. Donc, un appareil photo assez amateur, et en fait, qui était très, très compact, et qui était mais très léger, vraiment super léger, même avec des objectifs. Et donc, c'était assez facile de le prendre partout, de l'avoir toujours sur soi, et des fois même d'oublier qu'il est à côté parce qu'il est tellement léger. Et donc maintenant que je suis au Fujifilm du coup X-T4, c'est sûr que c'est pas du tout le même poids. Mais après, c'est pas non plus les mêmes. Le même type d'appareil photo. Avant, c'était donc un réflexe, et maintenant un hybride. Donc il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Et aussi, la caractéristique de Fujifilm, c'est justement de garder le design des argentiques. Donc forcément, il y a une structure métallique, donc ce qui fait que c'est plus lourd. Mais en tout cas, dans mon avis personnel, moi, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, parce que j'adore justement sentir l'appareil photo et l'avoir entre mes mains, et puis le fait qu'il soit lourd, avoir quelque chose de quand même assez qualitatif dans mes mains, et que je sais que
enfin, c'est seulement psychologique, hein, mais enfin, ça fait du bien d'avoir quelque chose qui pèse, quoi. D'accord. Ensuite, j'ai passé sur le troisième fait. Donc, il n'y a pas de preuve concrète encore pour l'instant. Mais il y a une estimation qu'environ 1 trillion, c'est énorme, mais de photos sont prises par an. Et en moyenne, il y a 95 millions de photos qui sont téléchargées par jour sur Instagram. Donc d'abord, j'aimerais vous demander combien de photos est-ce que vous prenez par jour? Waouh. Beaucoup. Environ, bien sûr. Beaucoup. Genre, Mm. en moyenne, je dirais 20, 10 à 20. De tout. De la vie en général, de ce que je vois, de ce que je perçois dans la rue d'intéressant. Ouais. Ouais, ce sera à peu près le même nombre de photos pour moi. Enfin, après, ça dépend des jours, bien sûr, parce que là, on est en pleine semaine intersemestre, où du coup, forcément, ça dépend des personnes. Moi, je sais que je suis en PQTRSN et le nombre de photos que je prends par jour, je les compte même plus parce que il y en a tellement. Mais sinon, en dehors de ça, ouais, ce serait une vingtaine, ouais, un peu comme Corentin. Ok, c'est quand même déjà pas mal, je trouve, en vrai. C'est beaucoup. Oui. Ensuite, la plus vieille, je pense qu'en tant que photographe, vous connaissez peut-être cette histoire, mais la plus vieille photo a plus de 200 ans. Donc il a fallu 8 heures pour être capturée. C'est énorme. Et elle a été prise par Joseph Nipt. J'espère que je prononce bien son nom. Elle est nommée Vue depuis la fenêtre. La photo montre le toit d'une maison et les alentours d'un château à Saint-Loup-de-Varennes en France. Et j'aimerais savoir, vous, quand est-ce que c'était la première fois que vous avez pris une photo? Ou celle qui vous a le plus marqué, peut-être? Après, ça dépend si c'est une photo, du coup, plus avec un appareil photo ou un smartphone, du coup, parce que... Ouais. Alors, il y a deux choses en fait. C'est un peu deux questions ce que tu nous poses. Je me souviens que la première fois que je me suis vraiment intéressé à la photographie et où j'ai commencé à photographier le paysage pour avoir des souvenirs et pour me rappeler de ce que je voyais, c'était en 2016 quand je suis fait un voyage en Suède. Et ouais, j'étais sur des îles et je voulais me rappeler de ça. Je pense que pour moi aussi, c'était pareil. Je pense que la première fois que j'ai pris en photo, c'était... une photo qui m'a marqué en tout cas, c'était quand j'ai fait un grand voyage en fait. Mm. Et que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était magnifique et j'avais vraiment trop envie d'immortaliser le moment en fait. Ouais, c'est ça. La photo en fait, c'est plus... ouais, c'est un acte de souvenir en fait. C'est ça. Ouais, si je vous rejoins sur ça, c'est en quelque sorte un moyen de se rappeler, mais du coup pas forcément par nous-mêmes, mais qu'on ait vraiment une trace justement de ce qu'on a vu. Et en ce qui me concerne, la photo dont je me souviens, c'est pas la première que j'ai prise, mais on va dire que c'est l'une des photos qui m'a marquée et que j'ai toujours en tête. En fait, c'est une photo justement du voyage à Madrid où j'étais dans une cour et je crois que c'est les immeubles de... Non, c'était à Barcelone. Non, c'était à Barcelone. Les immeubles, en gros, en fait, on rentrait et il y avait toute une cour et je crois que c'était Gaudi qui avait fait ça. Ouais. Et en fait, du coup, ça faisait vraiment des structures genre très arrondies et en fait, vu de haut, c'était... je trouvais ça vachement impressionnant et super intéressant à photographier. Et du coup, avec mon téléphone, je fais waouh, c'est beau, quoi. Faut que je prenne une photo. Mais du coup, voilà. Et cette photo, du coup, je l'ai toujours en tête, ça m'a toujours marqué. Je sais pas où elle est, mais. Elle est quelque part, c'est déjà ça. Voilà. D'accord. Et ensuite, enfin plutôt, l'image la plus vue au monde, à votre avis? J'ai juste envie de savoir, juste pour un petit test. Si vous savez pas...
Alors, je vais peut-être dire une bêtise, Vas-y. mais j'aurais tendance à te dire que c'est la photo où Beyoncé, elle était enceinte. Non. C'est déjà bien tenté, je trouve. C'est quoi Tu veux Mais tester? c'est une photo ou genre une image mais genre... Non, c'est vraiment une photo. Enfin, de ce que j'ai trouvé en tout cas. Pris par un photographe. Waouh. Je suis sûre que c'est une photo d'un chat. Ça aurait pu, mais non. Sur Instagram? Non, elle était pas sur Instagram Pas à sur l'époque. Est-ce que c'est une Ah, mais c'est photo vieux. qui a... Ça n'existait pas. C'est genre un truc de documentaire, enfin une photo-reportage. Donne-nous Hmm, des indices. je crois pas. Si vous voulez, je vous donne directement la réponse. Donne-nous un indice. Mais je vous dis carrément la réponse parce qu'un indice, ça suffit pas. Mais Vas-y. l'image la plus vue au monde est la colline du fond d'écran sur Microsoft Ah, XP. bah oui. Putain, j'avais ça dans la Ah. tête. Logique, il y a un truc là-dedans Mais aussi, ouais. oui. Et oui. Super nul. Donc la photo est appelée Bliss. Elle a été prise en 1996 par Charles O'Hare. Et il n'a même pas fait d'argent sur cette photo, puisque Wow. Microsoft l'a achetée sur un site de stock appelé Corbis. Waouh. Voilà. Ah, mais c'est une vraie photo. Donc Ah ouais. n'oubliez pas de savais pas. mettre des copyrights sur vos photos. Voilà, c'était la fin de mes petits fun facts. J'espère que ça vous a plu. C'est très intéressant. Ouais. Bah, du coup, vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Pas vraiment. Non. Non, non plus. J'étais très heureux que vous nous accueilliez. Bah, C'était tu reviens fort quand chaleureux. tu veux. D'accord, bah merci à vous. Et du coup, n'oubliez pas d'aller vous abonner au compte de Solène sur Instagram qui est s.ol. Non, mais c'est trop long, je peux pas dire ça. Je voulais vous faire de la pub à tous, mais si je dis lettre par lettre, Et tu dis que tu les retrouves en description. on peut mettre des descriptions sur Deezer. Ok, bon, je refais alors, parce que là, je ne captais que si je dis les lettres par lettre, ça risque d'être long, tu vois. On va être là en mode oula. Genre, il m'a quitté, le mec. Attends, je refais. D'accord, merci à vous en tout cas d'être venus. Et du coup, n'oubliez pas d'aller vous abonner à leurs 3 comptes de photos et que vous retrouverez en description. Voilà, en description. Merci à toi. Ouais, C'est très, Merci. très agréable de venir sur ce petit plateau. Avec plaisir.